Les élections municipales et le remaniement ministériel ont conduit à des élections législatives partielles en cette rentrée, à point nommé pour nous offrir un petit baromètre de l'état de l'opinion après quelques semaines supplémentaires de Covid et d'incurie macronienne. Tout le territoire était concerné. Un test grandeur nature, Val-de-Marne, Réunion, Maine-et-Loire, Seine-Maritime, Haut-Rhin ou encore Yvelines. Et comme nous le savons, les résultats sont édifiants. D'abord, l'abstention a battu des records absolus. Elle est systématiquement au-dessus des 80%. D'une manière générale, les élections partielles ne motivent jamais vraiment les foules, mais dans de pareilles proportions, c'est assez inouï. Du coup, si nous téléphonons à Madame Démocratie, nous tombons désormais sur le message suivant. Pour cause de décès, la ligne de votre correspondant est coupée. Ensuite, il est incontestable que LREM se prend une fessée comme on les aime, comme celle que nous donnons virilement à nos chères têtes blondes. 6 circonscriptions, 6 éliminations. Dans le Haut-Rhin, le candidat gouvernemental n'atteint que 3 petits pourcents. Le candidat a eu à cœur de remettre en mémoire la belle chanson traditionnelle. Ainsi font les petites marionnettes, ainsi font 3% et puis s'en vont. Évidemment, cela ne peut que nous réjouir, mais à quoi riment ces élections qui ne rassemblent plus personne, qui n'intéressent plus personne? Un tel fiasco ne devrait même pas être commenté. Et quand je pense que notre système politico-médiatique ose donner des leçons à Poutine, cela fait rire. Cela fait des décennies que les journalistes pleurnichent sur les plateaux à chaque nouveau scrutin pour nous expliquer que la démocratie ne se porte pas bien dans notre pays de rêve, que la République souffre, que l'abstention est le signe d'un malaise et autres déclarations larmoyantes. Au stade où nous en sommes, la République ne souffre plus, elle agonise, pauvre biquette va. Enfin, soyons sérieux. Voter, mais pour qui et pour quoi faire ? Peut-être qu'à force de nous seriner que le virus est au coin de la rue, personne n'a eu envie d'aller le chercher dans l'isoloir. Non, en réalité le problème est vraiment plus grave. Nos élites bien pensantes n'ont que les mérites du suffrage universel à la bouche, mais il y a déjà un moment que nous avons glissé vers un modèle hybride, une sorte de suffrage censitaire dans lequel ne votent que des poignées de militants soucieux d'entretenir les mécanismes du clientélisme qui leur permet d'exister. C'est un fait, la République, la démocratie ne motive plus grand monde. Si nos hommes politiques parlaient un peu plus de la France et un peu moins d'une République abstraite et désenchantée, les électeurs seraient peut-être un peu plus motivés pour se déplacer. Peut-être. Pour la rentrée, avec son nouveau stylo et sa trousse Pokémon, Emmanuel Macron s'est aussi acheté un beau dictionnaire des synonymes. Ses communicants lui avaient dit qu'il utilisait trop le mot communautarisme. Puisque Macron ne fait qu'obéir à ses communicants, il a feuilleté avec eux les pages de son tout beau nouveau dictionnaire et ils ont tous ensemble trouvé la solution. Tiens, si on remplaçait communautarisme par séparatisme. Le terme est neuf, assez peu employé, voilà qui serait du plus bel effet. Lui qui voulait mettre un terme aux polémiques lexicales, c'est raté. Séparatisme, un mot puissant, qui ne veut pas dire grand-chose. Quand on pense au séparatisme, on pense à l'Ukraine, au Kosovo, au Cachemire, à la rigueur à la Corse ou au Pays Basque, toutes choses qui ne sont pas franchement au rang des menaces numéro 1 pour la France en ce moment. On pense à l'Ukraine, mais on ne pense pas à l'islam, et pourtant, une fois de plus, c'est bien de cela qu'il s'agit.
Une fois de plus, Macron se trompe d'adversaire. On ne peut pourtant pas dire qu'il n'était pas prévenu. Macron veut donc noyer l'islamisme dans la soupe séparatiste, qui comporte tout et n'importe quoi, et surtout des navets. Car nous arrivons à la finesse légendaire de Macronor. Le danger, apprenons-nous, ce n'est pas le séparatisme, mais les séparatismes. Tout est dans le S du pluriel. Macronor a bien suivi les leçons de grammaire de Maman Bricheton. Et le S permet d'inclure, aux côtés de l'islam radical, les vrais dangers qui menacent notre superbe pays. Je cite, « Les établissements scolaires catholiques qui nient le pacte républicain ». Il fallait oser le dire, c'est dit. Nous, les crétins historiques, pensions que cette vieille recette était éculée. Eh bien, visiblement non. Le danger pour la sécurité intérieure vient à l'évidence de quelques écoles catholiques traditionnelles dont les directeurs ont un petit penchant monarchiste, réclament l'autonomie des provinces d'Anjou et de Saintonge et fabriquent des bombes dans les classes de maternelle. Là est le grand danger du jour, il faut combattre ces gens-là. Une fois de plus, Emmanuel Macron se rend ridicule car il se refuse obstinément à admettre le seul fait en adéquation avec la dure réalité. Nous vivons à l'époque d'un communautarisme islamique mondial conquérant dont fait partie l'islam radical. Dans les temps actuels, l'islam déstabilise à grande échelle, allant jusqu'à tuer. À terme, l'islam veut le pouvoir et tout le pouvoir dans tous les pays du monde. Ne comptons pas sur les dirigeants actuels pour tenter la moindre action visant à contrer l'expansion islamiste. C'est un secret de Polichinelle, l'économie française a un peu, si peu, de plomb dans l'aile. C'est pas la faute à Macron, c'est la faute aux pangolins. Vilain pangolin chinois, va. Si je t'attrape, je t'arrache les ailes et je te crève les yeux. Bon, mais si le pangolin chinois et la souris du Haut-Karabakh sont les grands responsables de tout, Macron a tout de même une petite part de responsabilité, si j'ose le dire. Car les choix économiques de notre gouvernement ces derniers mois peuvent faire l'objet de quelques menus critiques. Toutes menues. Le chômage partiel tout d'abord. Généreuse initiative, c'est indubitable, mais qui est en fait une sorte de gigantesque nationalisation des salaires des Français. Et puis, ne soyons pas dupes, le chômage partiel, c'est bien souvent la première marche qui mène au chômage tout court. Cette prise en charge du travail par les caisses de l'État a eu pour effet de faire exploser le poids des dépenses publiques dans le PIB, alors que nous sommes déjà champions du monde sur ce sujet. Depuis quelques mois, nous frisons les grandes heures de l'Union soviétique et nous en frissonnons d'inquiétude. Mais le plus grave est que la rentrée, qui était censée apporter un peu d'air frais, est empuantie par une succession de déclarations contradictoires qui font tout pour saper la fameuse confiance dont notre économie a tant besoin pour fonctionner. Attention, dans 15 jours, on va prendre des mesures très graves. Les 4 mois qui viennent seront les plus difficiles. Voilà le genre de déclarations anxiogènes qui ont le don de paralyser tout le monde. Et pour accompagner tout cela, on appuie sur la pédale d'accélérateur de la collectivisation et de l'interventionnisme. Bayrou nous ressuscite le plan quinquennal, Castex nous invente des sous-préfets de la relance, c'est-à-dire qu'il nous crée de nouveaux petits fonctionnaires de derrière les fagots. Elisabeth Borne se repose gaillardement sur le chômage longue durée. Finalement, à part mettre toujours plus d'État et toujours plus de dépenses publiques, on ne sait pas du tout ce que nos dirigeants ont derrière la tête pour que la machine tourne. Un proverbe dit que la France, c'est une URSS qui a réussi. Nous commençons tous à nous demander si la France ne devient pas une URSS qui finira encore plus mal que la fin catastrophique de l'URSS.
Si le ridicule tuait, nous n'aurions plus ou presque plus de dirigeants politiques. Et si nos dirigeants s'étouffaient quand ils professent des âneries, ils seraient tous ou presque sous respiration artificielle. Nous en sommes quittes pour quelques fous rires ou bien quelques soupirs de consternation au choix. C'est quand même plus souvent la consternation qui l'emporte, comme lorsque M. Pierre Humric, maire de Bordeaux, nous explique sa détestation des sapins de Noël assimilés à des arbres morts. Là, il est difficile de rire, d'abord parce que Monsieur le maire a l'air vraiment convaincu de ce qu'il dit, ensuite parce que, comme tout bon écolo qui se respecte, il ose tout et il va passer à l'acte. Enfin, parce que ce type de déclaration est quand même le révélateur d'un haut degré de perversion de la pensée politique ou d'un degré stratosphérique de stupidité au choix. Dans l'espèce de soupe climato-friendly dans laquelle nous pataugeons, il s'agit de défendre pêle-mêle les ours polaires et la forêt amazonienne, les toilettes sèches et les centrales à charbon. Tout se vaut, tout se mélange, tout se défend, tout se sauve, tout se justifie. Enfin, quand je dis tout se sauve, façon de parler, tout se sauve, sauf l'homme, l'éternel perdant dans la grande braderie verte. Plus de hiérarchie. Les droits de l'homme, c'est dépassé. Place aux droits des animaux. Et pour ne pas se laisser dominer par la tyrannie de la vache hindoue squelettique ou du serpent à plumes de l'Alaska, place enfin aux droits des végétaux. Rappelons-nous ce monument d'imbécilité érigé par nos députés il y a un peu plus d'un an. Nos très chers et très coûteux élus ont quand même trouvé le temps de nous pondre une, je cite, « déclaration des droits des arbres ». Mais pendant que des élus se préoccupent du droit des aiguilles de sapin à rester vertes, ils se fichent comme d'une guigne des braves gens que nous sommes, pour qui la vue d'un sapin enguirlandé quelques jours par an réjouit le cœur dans la grisaille quotidienne. Ils se fichent également de ceux qui ne boucleront pas la fin du mois et ne pourront placer de cadeaux au pied du dit sapin. Ils oublient, dans leur grande aspiration au vivre ensemble, que ceux avec qui ils vivent et font société, comme disent juste quelque part, je veux dire les bobos du Marais, ce ne sont pas les plantes vertes, mais des hommes de chair et de sang, et qu'un sapin ne votera jamais pour eux. Il ferait bien de s'en souvenir s'il leur reste un peu de mémoire dans leur minuscule caboche d'écolo. Le ton monte entre la Grèce et la Turquie. Comme la Grèce ne peut pas compter sur l'Europe pour défendre ses intérêts menacés par Erdogan, elle préfère assurer son avenir stratégique et militaire. Elle vient ainsi de faire le choix de commander pas moins de 18 avions Rafale à la France. Sonnez, trompette de la renommée, voilà qui fait du travail pour l'industrie de l'armement française. On vous l'avait bien dit que le Rafale était un outil formidable, il fallait juste trouver le bon client. Ce bon client, c'est la Grèce, pardi, qui n'a plus un sou en caisse. Minute papillon, n'allons pas trop vite. Selon des observateurs très informés sur les questions de défense, un tiers de la commande seulement sera honoré avec du matériel neuf. Oui, seulement 6 petits avions sur 18 seront fabriqués et fourniront réellement l'emploi tant espéré. Et tout cela prendra du temps. Il faut compter 3 ans entre la commande et la livraison. La Grèce ne recevra donc aucun des avions commandés avant 2023 environ. Mais pour la faire patienter et lui garantir qu'elle pourra montrer ses petits muscles face au sultan turc, nos dirigeants prévoyants ont tout simplement imaginé d'aller puiser dans les stocks de l'armée française. Le marché d'occasion du Rafale, c'est probablement plus écolo. Imaginons l'annonce ainsi rédigée sur Le Bon Coin.
pour cause d'armée en déliquescence et de faillite des pouvoirs publics, vend Rafale d'occasion très peu servi. Facilité de paiement automatique, même si l'acheteur est insolvable. Affaire à saisir, nous contacter. Ce n'est pas la première fois que la chose se produit. Cet été, par exemple, la Croatie a montré son intérêt pour des avions de seconde main. Quoi qu'il en soit, cela ne va pas faire les affaires de l'armement français, sur lequel l'État comptait beaucoup pour combler le trou abyssal du commerce extérieur de la France. Bien sûr, il ne s'est garanti en haut lieu que si l'on va puiser dans les réserves de l'armée française pour livrer du matériel d'occasion, c'est pour pouvoir procéder ensuite à des commandes de remplacement et donc permettre à nos industries d'armement de tourner. Peut-être, mais cela ne réduira pas le déficit de notre commerce extérieur et augmentera le déficit historique de nos finances publiques.